suis Alexandre. Je suis obligé de le dire. Non, parce que quand on gère, quand on s'occupe d'une boîte, on va se mettre par là et ça va venir. Quand on s'occupe d'une boîte qui prône la transparence, l'éthique par rapport à l'immobilier, on ne peut pas cacher comme ça. Donc, ce n'est pas du népotisme. D'ailleurs, tu n'as pas le même parcours que ton frère. Vous avez dû monter Atelier sans frontières ensemble. Voilà, ça s'inscrit derrière. Directeur associé d'éthique pour les bureaux responsables. Toi, tu as fait mieux que ton frère, parce que ton frère a fait une école de commerce médiocre parisienne qui s'appelle l'ESCP. Toi, tu as fait la grande école, l'EDEC, qui est lilloise. C'est ça, hein? C'était pour préparer la journée d'aujourd'hui. Enfin, je me disais qu'il fallait avoir une proximité avec le public, donc autant choisir une école de commerce lilloise pour parler à un public lillois. Alors, quand on a fait une école de commerce, qu'est-ce qu'on fait? On va chez L'Oréal, et toi, tu as décidé de ne pas, tu as décidé de faire Atelier sans frontières. Avant, c'est très bien L'Oréal, hein, en plus, c'est nos grands partenaires, je les aime beaucoup. Donc, tu as décidé toi aussi de rebondir sur tes pieds en faisant un certain nombre de choses que tu vas nous raconter dans un instant. Et tu as repris un lieu qui est très connu à Paris, peut-être pas par tout le monde, qui s'appelle le Comptoir Général. Est-ce que tu peux nous expliquer la philosophie de ce type de bâtiment? Et comment tu as abouti dans cette histoire en fait, de l'entrepreneuriat social? L'entrepreneuriat social, moi j'ai fait effectivement une école de commerce. Je l'avais faite un peu par défaut parce que j'adhérais assez peu finalement aux valeurs de l'école de commerce. C'était il y a 10 ans. Et c'est vrai que ce qu'on nous faisait passer comme message, c'était un message finalement assez peu créatif. On nous proposait, enfin, on nous incitait pas forcément à créer, mais plutôt à être des grands managers. On nous incitait pas forcément, ou en tout cas on nous proposait pas tellement de partager et de défendre des valeurs sociales. Et la réalité, c'est que moi, la première année en école de commerce, j'étais plutôt assez malheureux parce que je me reconnaissais assez peu dans ce qu'on m'apprenait et dans les gens que je rencontrais. Donc ça, c'était un peu le début. Et puis, assez vite, je me suis aperçu que finalement, il y a pas mal de gens qui partageaient ce constat avec moi. Et on a commencé à faire des actions. On est parti au Burkina construire un collège avec des gamins qui étaient en insertion ici à Lille. Et au final, je me suis aperçu qu'il y avait des compétences, un réseau, et que finalement, c'était plutôt à nous de faire changer ce milieu-là plutôt que d'attendre le changement de l'extérieur. Donc voilà, j'ai évité L'Oréal, mais L'Oréal, ouais, comme tu disais, c'est très bien par ailleurs. Mais évidemment, c'est très bien. Le comptoir général, c'est avant tout une rencontre, parce qu'on va y venir, c'est très important, c'est une rencontre, un business model un peu, j'aime pas ce mot, mais tout le monde parle de disruptif, il faut faire de la disruption. En gros, l'idée, c'est un riche entrepreneur qui se dit qu'il voudrait entreprendre autrement et créer un lieu d'accueil, d'événements, qui soit à la fois solidaire, responsable, très empreint d'écologie, de le faire autrement, mais pas dans une logique de charité. Ouais. J'ai rencontré Olivier Lafont un peu par hasard. C'était un vieux monsieur qui était très malade, qui avait la maladie de Parkinson depuis qu'il avait 40 ans, ce qui est assez rare. Il venait de se faire opérer à 60 ans, il s'était fait poser des électrodes dans le cerveau. Et depuis 6 ans, il avait réinvesti tout son argent personnel, à lui, sans dette bancaire, dans des lieux immobiliers alternatifs et solidaires. Et donc, je m'étais dit, c'est pas si con, parce que dans toutes les histoires et dans tout ce qu'on voit aujourd'hui, le début de l'histoire est souvent le plus important. Et le début de l'histoire, c'est souvent quelqu'un, Calidea ou Cross Knowledge, etc., qui démarre quand même un peu tout seul et qui dit des choses qui sont souvent disruptives. Toi non plus, t'aimes pas le mot. Hein. J'adore tes mots. Disruptives, ou en tout cas des idées sur lesquelles on les dissuade souvent d'y aller. Et dans l'immobilier, finalement, ce qu'on souhaite faire, nous, c'est rassembler les gens qui ont des nouvelles idées, à qui on dit que c'est pas possible, de rassembler ces gens qui ont des nouvelles idées, qui sont impliqués socialement, qui créent de l'innovation, qui créent donc les modèles de demain, qui pour une grande partie d'entre eux vont se casser la gueule, parce que c'est la loi, c'est comme ça que ça se passe, mais au moins on va leur donner tous les éléments pour que ça fonctionne. Et tous les éléments, c'est quoi? C'est un loyer moins cher, c'est
mutualiser un certain nombre de moyens techniques pour ne pas être embêté par les toilettes qui fuient, la photocopieuse qui ne marche pas, etc. Et une fois que ça fonctionne et que chaque entrepreneur est 100% sur son projet et non pas sur des fonctions support des services généraux, etc., eh ben, il est complètement libre de partager avec ses voisins. Et c'est souvent, on l'entendait tout à l'heure avec Genymotion, c'est souvent des histoires de rencontres. Et ces rencontres, elles se font souvent dans des lieux, et nous, on souhaite créer des lieux qui favorisent les rencontres des gens qui vont construire le monde de demain. Et le monde de demain sur des valeurs qui sont très solidaires, c'est-à-dire où on laisse pas, on monte pas sa boîte en laissant tous les autres ou en considérant tous les autres comme des concurrents, mais plutôt trouver des solutions pour ces personnes. Alors je vais peut-être te demander de faire défiler un petit peu les images qui sont prévues, parce que on nous présente toujours, vous savez que chez Osons la France, on aime beaucoup la déconstruction des clichés, pas parce qu'on a tous lu Jacques Derrida, mais parce que c'est important de déconstruire. On se dit toujours que des bureaux solidaires sont un peu moches, on a tous l'idée du préfabriqué, etc. Vous, il y a une vraie recherche de design, parce que vous vous dites que ça crée de la convivialité. Je crois qu'on te voit là, tu as l'air à peu près attentif. Est-ce qu'on peut peut-être un peu faire défiler pour voir un peu... Bon, ça, c'est... Comment ça marche, ouais. Ah, t'es pas très technophile. Bon, ça c'est la réunion. Ça marche pas. Est-ce que en régie, on peut me faire défiler jusqu'au moment où ça va avec les nouveaux bureaux qui ont été créés au siège à Montreuil? Je vois que ta prédécesseur, Cécile, avait voulu mettre à l'honneur tous les collaborateurs, et c'est important parce qu'on voit cette convivialité et que vous avez gagné le prix Talent des Cités, mais qu'on voit un peu la façade et qu'on puisse un peu prendre conscience du type de projets architecturaux que vous prenez. Je te laisse commenter les images peut-être. Donc ça, c'est ton associé. Alors, ça, c'est Cécile. Donc on est à Montreuil, là. On a racheté une friche immobilière de 2000 m² à 300 mètres de la mairie de Montreuil. Nous, l'enjeu, il est effectivement... Alors évidemment, là, c'est une friche, hein, sans travaux. Ça va un peu changer. L'enjeu, il est de sortir du bureau bas de gamme pour des gens qui n'auraient pas de moyens. Évidemment, c'est pas simple. On s'adresse à un marché qui est peu solvable, hein, les nouveaux créateurs, les petites structures associatives, etc. Et puis on veut faire quelque chose de mieux que L'Oréal et les copains du CAC 40. On peut faire mieux parce qu'on peut faire quelque chose avec un supplément d'âme. On peut faire les choses mieux parce que, et ça c'est notre modèle, on finance nos projets avec de l'argent qui coûte moins cher. Et pourquoi et comment on trouve cet argent moins cher? Parce qu'on convainc un certain nombre d'investisseurs, d'actionnaires, vous peut-être demain, d'accepter une rentabilité un peu plus basse que celle que proposent les gens de l'immobilier pour faire un projet qui a du sens et qui fait avancer la société. Et qui est beau, parce que là on voit la friche qui est un peu avancée. Alors est-ce que c'est une maquette ou est-ce que c'est une réalité? Non, pour l'instant c'est une maquette. Ça c'est dans un an, ça. Donc, mais... Voilà, le secteur des entrepreneurs solidaires, le secteur de la société civile est un secteur qui est absolument nécessaire et qui va être de plus en plus nécessaire à mesure que l'État-providence disparaît. Et donc, ces structures, elles doivent être efficaces, elles doivent faire un travail, elles doivent être 100% concentrées sur leur mission. Et c'est ce qu'on veut faire, c'est ne pas être dans quelque chose qui soit moyen. Parce que sortir les gens de l'exclusion sociale, trouver du boulot, s'intéresser aux questions de transition écologique, etc., ça se fait pas comme ça. C'est des missions qui sont nobles, qui sont difficiles. Et nous, on souhaite rassembler les gens dans des lieux qui soient qualitatifs et dans lesquels ils vont trouver le réseau, les opportunités business pour grandir et pour prendre la place qui est aujourd'hui nécessaire. Alors concrètement, les lieux qui sont gérés par Ethic, il n'y en a pas encore tant que ça arrive beaucoup. Donc là, il y a ces 2500 m² à Montreuil. Quand je te libère dans 5-10 minutes pour que tu ailles prendre ton train, je crois que tu es en négociation pour 4500 m² à Pantin. Mais globalement, là, pour le coup, on peut faire un petit peu d'autoflagellation française, même si depuis le début de la matinée, on essaye d'éviter. Ton associée, Cécile, elle a découvert l'immobilier social en Angleterre. Et eux, en fait, ils ont beau être très libéraux, ils sont quand même relativement en avance sur nous, sur ces questions, non?
Mais c'est justement parce qu'en Angleterre, il y a pas d'État-providence, ou beaucoup moins, que d'autres modèles qui allient l'argent privé et l'intérêt général se développent et se sont développés bien en avance de la France. Donc il n'y a pas d'autoflagellation, c'est des modèles qui sont différents, c'est des modèles qui évoluent. Mais effectivement, en France, et compte tenu de la dette qu'on a sur les épaules, l'État ne pourra plus tout. Il va falloir compter sur nous, les citoyens, sur les entreprises, sur la société civile pour faire évoluer les choses. Et en Angleterre, c'est une histoire qui est maintenant vieille d'une quinzaine d'années. C'est aujourd'hui une vingtaine de centres qui existent. Donc, c'est des centres de 2000 à 4000 mètres carrés. C'est 1500 actionnaires qui sont actionnaires de cette foncière. C'est des dividendes qui sont versés chaque année depuis 10 ans, avec des loyers qui sont 20 ou 30% en dessous du marché. Donc, c'est possible. Et aujourd'hui, ça s'est exporté en Belgique et nous, on est en train de le créer en France. Ah, question, et après moi j'en aurai une dernière, mais est-ce que vous travaillez avec des promoteurs immobiliers classiques? Alors, on n'avait pas du tout prévu de le faire. On n'avait pas du tout prévu de le faire parce que l'enjeu, nous, d'un point de vue économique, c'est d'intégrer la chaîne de valeur de A à Z, c'est-à-dire aller chercher l'argent, faire les travaux nous-mêmes et exploiter nous-mêmes, parce qu'on est sur un marché de niche. Donc l'idée, c'est sur un marché de niche et sur des valeurs fortes. Donc c'est vrai qu'on internalise l'essentiel des métiers. Et on a eu la chance, en fait, sur notre premier projet, sur Montreuil, de convaincre la Caisse des dépôts de rentrer autour de table, ce qui n'était pas du tout prévu. On avait imaginé faire ça quand on serait grand, dans 4, 5 ans, 10 ans peut-être. Et en fait, sur le premier projet, ils sont venus. Et avec un certain nombre d'avantages et de contraintes. La contrainte, c'était de sécuriser les travaux, donc de passer par un promoteur classique. Alors nous, on s'est dit, bon, promoteur classique, ça va être compliqué. Un, on va avoir un petit peu du mal à s'entendre, et puis surtout, ils vont nous bouffer une bonne partie de la marge. Et en fait, un, le projet était suffisamment avancé. Deux, le tour de table était bouclé. Trois, on avait les clients. Quatre, on avait déjà l'entreprise générale. Finalement, on a eu deux promoteurs qui se sont un peu battus pour venir sur ce projet, parce que finalement, ils se sont dit qu'il y avait peut-être quelque chose de malin à faire pour la suite. Et on a choisi celui qui était le moins cher et le mieux disant, parce que, un, il nous a coûté presque rien en nous apportant un certain nombre de garanties, et deux, il avait une proposition qui était extrêmement importante pour nous, qui était d'intégrer une clause sociale dans la construction. Donc on parle d'une construction de 3 millions d'euros, et les clauses sociales, je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec ça ici, mais en général c'est limité à 5%, c'est assez peu vérifié, et souvent, je ne dis pas toujours, mais assez souvent, on est sur les tâches basiques et pas très nobles de la construction. En gros, on prend des personnes en situation d'insertion professionnelle pour nettoyer le chantier, faire le curage du bâtiment. Bon, c'est déjà vachement bien, ça évolue et c'est tant mieux. Mais là, la proposition du promoteur, c'était de dire, on va travailler avec un groupe d'insertion, on va travailler avec une entreprise générale, et on va être sur une logique beaucoup plus de compagnonnage. C'est-à-dire que les personnes en situation d'insertion professionnelle, elles ne vont pas que faire le curage et le nettoyage du chantier, mais elles vont aussi apprendre un métier, elles vont intervenir sur les lots techniques, l'électricité, la plomberie, etc., en association avec des gens, avec des professionnels du métier. Et donc, on va pas être à 5%, mais on vise entre 15 et 20%. Et voilà, au final, on se retrouve avec un bâtiment qui va servir et accélérer et consolider le secteur associatif et des entrepreneurs sociaux sur l'Est parisien. On a sollicité 50 actionnaires qui sont des parties prenantes fortes de notre projet, et qui nous posent jamais tellement la question des dividendes, mais qui nous posent plutôt la question de savoir est-ce qu'on va suffisamment loin dans le projet et l'impact social et environnemental. Et on va créer de l'emploi, parce que ça va être entre 7 000 et 10 000 heures sur le chantier pour des personnes en situation d'exclusion sociale. Avant que tu redescendes, un dernier mot, parce qu'il y a un mal français qui est terrible, c'est les logements inoccupés, par pure cause de spéculation, par des boîtes qui expliquent que c'est pas possible. Et je voudrais que tu me parles de Generali. Generali, c'est donc un gros assureur français. Jusque-là, ça va. Ils sont venus nous voir en nous disant écoutez, nous, on a un bâtiment de 6500 m² qui est vide, pas un bâtiment de logement, mais un bâtiment de bureau. On est sollicité tous les jours par des entrepreneurs sociaux, des associations, etc., qui ont besoin de locaux
le moins cher possible. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire matcher ce besoin et le besoin du secteur associatif et cet immeuble qui est vide? Il était vide depuis 5 ans, il leur coûtait 500 000 € par an. Et là, on s'est vu donc la première fois il y a 1 an avec Generali, et le bâtiment est quasiment plein. Dans 6 mois, il est plein, et on a rassemblé une quarantaine de structures, des très petites avec une seule personne, des très grosses avec Action contre la faim qui va venir et qui va prendre 4000 m². Et finalement, avec un système où tout le monde est plutôt gagnant, parce que Generali ne dévalorise pas son immeuble, les structures viennent avec un loyer qui est modéré, en mutualisant un certain nombre de moyens, etc. Et à aujourd'hui, tout le monde est content. Donc on tirera le bilan définitif dans 6 mois, et puis après on ira voir tous les propriétaires qui disent qu'effectivement c'est pas possible de remplir des immeubles vides parce que pour des questions d'assurance, de valorisation, de machin, etc. Puis on leur dira, bah non, vous avez vu, on l'a déjà fait, ça marche, tout le monde est heureux, donc refaisons-le avec d'autres. Ouais, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Et bravo aux héros de la matinée qui n'ont pas été cités, mais monsieur et madame Guilhuy qui ont fait 2 rejetons pareils.